Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. C'est important pour moi de connaître votre opinion. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 4 novembre 2023, avec comme titre Zelensky dénonce le fait qu'il est le seul à croire en une victoire. Ça, c'est suite à son entretien dans le Times Magazine, donc ce qui montre qu'il est esseulé quant à une possibilité de victoire. Maintenant, en gros, il dit qu'il n'y a plus que lui qui croit en une victoire de l'Ukraine. Avouez que c'est inquiétant pour le pays. Bref, comme d'habitude, cette vidéo est en trois parties. On va commencer par les informations générales qui seront suivies de ma petite conclusion. Et enfin, la carte militaire pour savoir ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà. Donc on va commencer par les informations générales et comme d'habitude, c'est la tradition, par ce qui se passe sur le front. Alors qu'est-ce qui se passe grosso modo sur le front? Eh bien, les Russes avancent sur tout le front, c'est-à-dire les 900 km, et là, très exceptionnellement, l'ISW le reconnaît. C'est la première fois que je vois ça, ils ont même montré une carte avec les avancées russes. Alors évidemment, moi qui regarde l'ISW quand même régulièrement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je vous le montre. Donc je vous montrerai cela. Alors aussi Avdiivka, ben, les Russes avancent sur cette énorme forteresse, donc ils avaient pris le Terril, là ils ont été au-delà du Terril, et là ils sont en train de prendre le complexe industriel donc minier, qui est juste à côté d'Avdiivka, et qui était devant ce fameux Terril. Donc on verra plus en détail dans la carte militaire, mais donc ils avancent sur Avdiivka. Bien évidemment, ils avancent aussi sur la pince sud, parce que là c'est la pince nord, le coup du Terril, mais ils avancent aussi sur la pince sud. Donc nous verrons tout cela en détail à la fin de cette vidéo. Donc sur Avdiivka, bah, ça avance, sur tout le front comme je vous ai dit, ça avance, et là où c'est un petit peu quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est que la Crimée a été à nouveau attaquée. Donc ça a été attaqué par des dizaines de drones et plusieurs Storm Shadow, ainsi que 3 missiles Neptune. Tous ont été arrêtés. Alors tous ont été arrêtés parce que les Russes ont fait une nouvelle tactique complémentaire, parce qu'avant ils comptaient uniquement sur leur système antiaérien de Crimée, donc c'est-à-dire les Pantsir, les Tor, les S-400 et autres, hein, parce que évidemment je ne vais pas tout vous lister. Là maintenant ils utilisent des MiG-31 et des Sukhoi 30 pour abattre les missiles qui arrivent. Et ils vont renforcer, aux dernières nouvelles, ils vont renforcer leur défense aérienne, c'est-à-dire en mettre plus d'avions pour contrer la nouvelle tactique ukrainienne qui était de faire une saturation qui marchait, hein, ça a marché. Hein. Faire une saturation sur un système antiaérien au sol, c'est obligatoire que ça fonctionne. Vous envoyez beaucoup de drones et ensuite des missiles, forcément, ça passe, même avec le meilleur système du monde, obligatoirement. Donc là, les Russes ont décidé de frapper autrement, c'est-à-dire de frapper Odessa, parce qu'évidemment, quand ça tire sur la Crimée, ça vient d'Odessa, toujours. Et donc, ils ont décidé de faire plus de frappes sur les sites susceptibles d'envoyer des missiles dans la région d'Odessa. Et ils ont décidé d'augmenter le nombre d'avions euh, dans la mer Noire afin de contrer les missiles en plus des systèmes antiaériens. Donc ça, c'est tout nouveau côté russe. Et c'est leur tactique, leur toute nouvelle tactique pour contrer la stratégie de saturation par drone et par missile des Ukrainiens. Alors évidemment, côté ukrainien, ils ne peuvent pas faire ça éternellement. Hein. Évidemment, parce que des Storm Shadow et des missiles Neptune, alors les missiles Neptune, c'est des missiles anti-navires, évidemment, ils en ont en nombre limité. Voilà. Alors, autre point intéressant sur le front, c'est que les Russes ont retiré toutes les troupes de Biélorussie et apparemment ils ont renforcé autour de Belgorod et du front nord vers Kupiansk. Donc il n'y a plus aucune troupe
en Biélorussie. Ils ont été envoyés là où ils étaient utiles, c'est-à-dire dans l'oblast de Kharkov. C'est là où il y a Kupiansk et autres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le front. Maintenant, on va passer aux articles. Alors, on va commencer par des articles de journaux. Sputnik International, les pertes militaires en Ukraine s'élèvent à 250 dans la direction de Krasny Liman au cours de la dernière journée. Ça, c'était au 31 octobre. L'Ukraine a perdu jusqu'à 256 soldats dans la direction de Krasny Liman au cours des dernières 24 heures, a annoncé mardi le ministère russe de la Défense. Au cours de la période donnée, les forces armées russes ont repoussé 3 attaques des troupes ukrainiennes dans la direction de Krasny Liman et une attaque dans la direction de Zaporojye. Les pertes des forces armées ukrainiennes s'élèvent à 250 militaires, un char, 2 véhicules blindés de combat, 2 camionnettes ainsi que 2 systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine, a indiqué le ministère dans un communiqué. Jusqu'aux derniers Ukrainiens, la nouvelle mobilisation intelligente ukrainienne cherche à apporter du sang frais. L'Ukraine a également perdu jusqu'à 160 soldats dans la direction de Donetsk Sud, jusqu'à 170 soldats dans la direction de Donetsk, plus de 140 soldats dans la direction de Zaporojye et jusqu'à 125 soldats dans la direction de Kherson. En outre, les systèmes de défense aérienne russes ont intercepté 8 missiles de croisière Storm Shadow et 2 missiles anti-navires Neptune, a ajouté le ministère. Alors, je tiens à souligner que Sputnik International, c'est un journal russe. Il a beau être international, il est russe. Et après, chacun croit ou ne croit pas les chiffres donnés par les Russes. Bon, on va passer à France 24. L'Ukraine rapporte le bombardement russe le plus étendu contre ses colonies depuis le début de l'année. Alors, j'aime beaucoup le terme colonie qui a été employé par France 24. Alors, en anglais, c'était marqué settlements, donc effectivement, ça veut dire colonie. La Russie a bombardé plus de 100 colonies au cours des dernières 24 heures, soit plus qu'au cours d'une seule journée jusqu'à présent cette année, a annoncé mercredi l'Ukraine. Moscou a tiré des millions d'obus sur des villes et des villages depuis son invasion en février 2022, réduisant plusieurs d'entre eux en ruine dans l'est du pays. Au cours des dernières 24 heures, l'ennemi, alors c'est évidemment l'Ukrainien qui parle, l'ennemi a bombardé 118 colonies dans 10 régions, a déclaré le ministre ukrainien de l'Intérieur Igor Klimenko sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'il entend par colonie? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ce terme utilisé. D'habitude, il parle de ville ou de village. C'est le plus grand nombre de villes et de villages attaqués depuis le début de l'année, a-t-il ajouté. Ah bah voilà, on a la réponse juste après. Alors pourquoi ils utilisent le terme colonie? Alors là, absolument aucune idée. Kiev a également signalé une attaque russe contre une raffinerie de pétrole à Kremenchuk, une ville industrielle centrale. Bon, ça c'est un événement important, parce que j'ai vu les images de l'explosion de cette raffinerie de pétrole à Kremenchuk. En fait, il n'y a pas qu'une raffinerie de pétrole, il y a un dépôt de munitions. Parce que d'après les témoignages les rapports télégrammes à Kremenchuk, les gens ont entendu des dizaines de milliers, comme si c'était des balles qui étaient tirées un peu partout. Donc à mon avis, il n'y a pas qu'une raffinerie de pétrole, mais effectivement, ça fait une énorme explosion. Il n'y a pas eu de victimes, mais il a fallu plusieurs heures après de 100 pompiers pour éteindre l'incendie qui en a résulté. D'après Xavier Moreau, l'incendie aurait duré 12 heures. C'est énorme. Encore une fois, c'est d'après Xavier Moreau. Kiev et l'Occident craignent que la Russie n'intensifie ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes à l'approche de l'hiver, comme elle l'a fait l'année dernière. Les bombardements nocturnes dans la région nord-est de Kharkov ont tué une personne et une autre dans la région de Kherson, dans la région sud de Kherson. Dans la journée, l'Ukraine a déclaré qu'une attaque de drones russes
contre la ville de Nikopol, dans le sud du pays, avait tué une femme de 59 ans et en avait blessé 4 autres. Un homme de 52 ans a été tué par une frappe de roquette sur un village de la région de Zaporijie. Kiev et Moscou ont déclaré avoir également abattu des drones ennemis dans la nuit. Donc chacun dit moi je t'ai abattu tes drones et l'autre dit moi je t'ai abattu tes drones. Bon, bref, le classique. Depuis le début de la guerre, la Russie a considérablement augmenté sa production nationale d'armes tout en faisant appel à ses quelques partenaires étrangers pour ses approvisionnements en munitions. Alors je vous rappelle que les partenaires étrangers pour les approvisionnements en munitions, c'est l'Iran, la Corée du Nord et la Chine. Citant des informations des services de renseignement, un député sud-coréen a déclaré mercredi que la Corée du Nord avait fourni à la Russie plus d'1 million d'obus d'artillerie. Voilà, ça c'était France 24, c'est pour vous dire que là les Russes, comme depuis déjà quelques semaines, passent à l'offensive comme je vous l'avais annoncé, hein, sauf que c'est pas l'offensive dont on pensait, c'est-à-dire dans un point donné, mais c'est une offensive qui se fait sur toute la ligne de front. Alors là, maintenant, je vais vous montrer le site de l'ISW. Exceptionnellement, alors l'ISW, c'est un organe de propagande américain qui sert de référence pour les médias occidentaux, afin que les médias occidentaux sachent ce qu'il se passe au niveau de la guerre en Ukraine. Donc normalement je ne vous montre jamais l'ISW parce que tout ce que dit l'ISW laisse à désirer, pour ne pas dire qu'ils disent n'importe quoi. Ils se sont trompés à 3 reprises de manière énorme. Alors les 3 reprises majeures des grosses erreurs dites par l'ISW, c'est quand les Russes ont utilisé massivement pour la première fois leurs missiles et sur l'Ukraine et qu'ensuite ils ont largement abaissé les attaques de missiles. l'ISW a dit ça y est, c'est fini pour la Russie, c'est fini de la Russie, ils n'ont plus de missiles, ils ont épuisé leur dernier stock, c'est fini. Ensuite, la Russie a repris des attaques de missiles, mais de plus belles, c'est-à-dire en employant encore plus de missiles. Donc là, l'ISW ne disait plus rien, et ensuite, hop, c'est pareil, diminution des attaques de missiles russes sur l'Ukraine. L'ISW, encore une fois, a dit ça y est, c'est fini, ils n'ont plus de missiles, là vraiment, promis, juré, là c'était leur dernière fois, là vraiment, ils ont raclé les fonds de tiroir pour faire leurs attaques de missiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont utilisé après infiniment plus de missiles, d'attaques massives, comme qu'ils ne l'avaient jamais fait. Donc il y a eu tellement d'attaques de missiles russes après que dans des points sur l'Ukraine, je vous disais que je ne vous en parlais plus. Parce qu'avant, quand il y avait des grosses attaques de missiles russes, je vous disais, bon bah voilà, il y a une attaque ici, il y a une attaque là, ça fait tant de morts, souvenez-vous-en. Et après, je vous ai dit, bah maintenant, je vous le dis plus, parce que comme il y avait des attaques massives quasiment tous les jours des Russes, et ça a duré peut-être 1 mois et demi, 2 mois, donc après, je vous ai dit, bon bah non, je vous en parle plus maintenant, puisque c'est quasiment journalier, les attaques massives. Voilà. Et il y a eu, dans les attaques massives russes, si vous vous souvenez encore et si vous me suivez, il y a eu des attaques extrêmement massives, où c'était 120 missiles tirés d'un coup, 145 missiles tirés d'un coup. Bref, dans les attaques massives, il y avait des attaques extrêmement massives. Voilà. Alors que l'ISW disait que les Russes n'en avaient plus. Et après, c'était pour l'artillerie, les obus, où les Russes utilisaient au début énormément d'obus. Ça allait de 20 000 à 60 000 obus par jour. Donc ça varie grandement. Donc en gros, 8 à 10 fois plus que les Ukrainiens. Et à un moment donné, bah, les Russes utilisaient beaucoup moins d'obus. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ISW a dit, ah, ça y est, ils utilisent moins d'obus, c'est parce qu'ils ont épuisé tous leurs obus. C'est bon, c'est la fin. L'Ukraine a des chances de gagner la guerre, puisque l'artillerie, c'est le nerf de la guerre. Sans artillerie, les Russes, ils sont foutus, puisque
L'artillerie, c'est la clé de voûte des Russes, c'est là où ils sont plus forts. Sans obus, ils vont perdre la guerre. Voilà, ça c'était l'ISW qui nous disait ça. Donc ça vous montre l'incompétence crasse quand même des gens de l'ISW. Alors pardonnez-moi d'être aussi long en présentation de l'ISW, je suis un peu obligé, hein. Alors pardonnez-moi d'avoir été aussi long à vous présenter l'ISW, ce que j'en pensais, mais voilà, ça valait le coup de le dire. Alors maintenant, je vais vous montrer une carte de l'ISW qui est exceptionnelle. Alors pourquoi elle est exceptionnelle? Eh bien tout simplement parce que là, c'est une carte qui vous montre les avancées russes. Alors que d'habitude, bah, je les vois jamais. Quand je vois sur la carte de l'ISW des avancées russes, c'est quand vraiment c'est des grosses avancées tout à fait exceptionnelles. Sur leur carte, d'habitude, on voit surtout les avancées ukrainiennes. Et là, on n'en voit plus, étrangement. Alors, je jetais toujours un œil à l'ISW de temps en temps, même s'il disait n'importe quoi. Mais là, il commence à dire la vérité. Alors, depuis qu'il y a le conflit israélo-palestinien, je vois le changement dans les médias. Je le vois au New York Times. Je le vois bah, là dans l'ISW, mais je le vois dans d'autres journaux comme le Daily Telegraph. Bref, normalement, des organes de propagande très pro-ukrainiens. Et là, ça change. Le ton change dans les journaux. On va le voir ensemble, hein. On va le voir ensemble, hein. On va voir le Time Magazine, on va voir le New York Times. Vous allez voir, le ton a changé sur l'Ukraine. Bref, que voit-on sur cette carte de l'ISW? Étonnamment, on voit les avancées russes. Et là, vous voyez, ils ont mis les avancées russes de cette semaine. Et vous voyez, là, c'est en jaune. En jaune, ce sont les avancées russes. Alors c'est sur 7 jours, hein. Voilà. Donc là, sur le sud de Kherson, comme vous pouvez le voir, là, c'est la fameuse région d'Orirov, là où il doit y avoir la fameuse percée ukrainienne bah, qui n'arrivera jamais, bien entendu. Et c'est dans l'oblast de Zaporozhye. Là, voilà. Donc là, on est dans la fameuse région d'Orirov, avec Rabotino ici, Verbové ici. Là, vous voyez les fameuses lignes de défense dites de Sourovikine. Vous les voyez ici, là. Et là, vous voyez cette ligne de défense que les Ukrainiens avaient percée, entre guillemets, et les journalistes disaient que ça y est, ils avaient percé la première ligne de défense. Voilà, non, c'est pas une ligne de défense, ça. Mais bon, ils le disaient. La vraie ligne de défense, la première, elle est ici. C'est les lignes dites de Sourovikine. Et vous voyez qu'elles sont doublées. Donc voilà, ça c'est les véritables lignes de défense dites de Sourovikine. Il y en a officiellement 4. Voilà, il y en a 4. En comptant bien sûr absolument toutes les lignes de défense. Ça c'est une ligne de défense. Ça compte comme la deuxième. Ça compte comme la troisième. Et là, Tokmak, c'est la quatrième. Voilà. Alors, des fois, on dit la quatrième, des fois, on dit la cinquième. Parce que comme elles sont doublées, ces lignes, ça dépend comment les médias comptent, hein. Voilà. Bon, officiellement, il y en a 4, bon, d'après le New York Times. Donc là, vous voyez les avancées, même sur la ligne de front où ça chauffait le plus, c'est-à-dire là où il devait y avoir la percée ukrainienne. Alors en bleu, c'est l'offensive ukrainienne. C'est là où se sont passées les offensives ukrainiennes. Donc là, vous voyez en bleu, c'est là où il y a eu des offensives ukrainiennes, qui ont été tentées tout du moins. Vous voyez? Donc là, grosse offensive ici, donc à côté d'Ougledar. Vous voyez? Donc là, justement, là, vous allez mieux voir, là, vous voyez Ougledar, et là, les Russes sont avancés à côté d'Ougledar. Là, les Russes sont avancés à côté de Malinka. Malinka, c'est ici. Ils ont avancé tout ça. C'est important, hein. C'est important, voilà. Malinka a été complètement absorbé par les Russes. C'est là, Malinka. Ça a été complètement absorbé par les Russes. Et vous voyez jusqu'où ils ont avancé. Voilà. Alors, je perds un peu de temps à vous montrer tout ça. C'est parce que c'est important, parce que là,
Ouais, on va pas dire, ah, mais c'est une carte pro-russe qui vient d'un blogueur russe de Telegram. Non, là, c'est l'ISW qui vous montre les avancées russes. Vous voyez? Donc le fait qu'elle se fende sur le fait de montrer les avancées russes, c'est assez unique, ça vaut le coup de le préciser quand même. Et là, vous voyez, l'ISW vous montre sur tout le front. Regardez un peu, les avancées sont sur tout le front. Tout le front. Partout. Même là c'est... alors attendez. Alors là, c'est Sivelsk. Parce qu'évidemment, le zoom était tellement fort, on ne voyait pas trop. Mais là, regardez les avancées partout. Et bien sûr, sur Kupiansk. Kupiansk étant ici. Là, c'est la ville de Kupiansk. Et regardez un peu toutes ces avancées absolument importantes, très nettes des Russes. Et vous voyez, là, il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas d'offensive ukrainienne. Ils ne font que défendre les Ukrainiens. Là, il y a une toute petite offensive ukrainienne ici, pas loin de Lysychansk. Voilà, mais là, on est quand même, ça c'est la forteresse de Siversk, hein. Là, sur le nord de Bakhmout, sud de Bakhmout, il y a des offensives ukrainiennes assez importantes, là aussi. Voilà. Là, surtout là, c'est là où il y a la plus grosse offensive ukrainienne, c'est ici. Voilà. Donc entre Orirov et Donetsk, c'est ici. Voilà. Sachant qu'Ougledar est là. Juste là. Ougledar est là. Donc voilà. Là où il y a les offensives, c'est là. Bon, bref, voilà, je vais pas éternellement m'apesantir sur cette carte. Là, je vous en ai parlé beaucoup. Alors, c'est exceptionnel, hein, le fait que je sois si long comme ça, parce que là, je ne vous présente pas la carte militaire, hein. Là, je reste encore général. Mais ça valait le coup de vous montrer ça parce que c'est exceptionnel. C'est pour ça que je me suis un peu appesanti dessus. Bon, là, on va passer à un autre article, Business Insider, qui est très intéressant. Que lit-on au 31 octobre? Un responsable ukrainien déclare qu'il ne peut pas utiliser correctement son équipement occidental car il lui reste très peu de soldats, selon un rapport. Vous imaginez Business Insider qui dit ça, hein. Business Insider, c'est comme le New York Times, hein. Donc, vous notez le changement de ton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'étais sur l'ISW. Un changement de ton terrible, parce que ça, c'est un terrible aveu quand même, hein, de dire qu'il lui reste très peu de soldats, dans le sens à l'armée ukrainienne. Que lit-on? L'armée ukrainienne a cruellement besoin de main-d'œuvre, a déclaré un assistant du président Volodymyr Zelensky au magazine Time. Le manque de soldats signifie que l'Ukraine n'est pas en mesure d'utiliser correctement le matériel fourni par l'Occident, a-t-il déclaré. En plus de subir des pertes, de nombreux hommes ukrainiens tentent d'échapper à l'enrôlement. Vous voyez déjà le ton, hein. Ça change le ton. Parce que là, Business Insider, on va dire, n'aide pas beaucoup l'Ukraine en disant ça, hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Changement de ton. Un responsable ukrainien a déclaré que l'armée ukrainienne souffrait d'une pénurie de main-d'œuvre qui entrave sa capacité à utiliser les armes données par l'Occident, a rapporté le magazine Time. Depuis le début de la guerre, plusieurs responsables ukrainiens ont imputé leur difficulté à repousser l'invasion russe à la lenteur des livraisons de leurs alliés. Cependant, dans le rapport du Time, une source anonyme identifiée comme un proche collaborateur du président Zelensky a souligné un problème différent. Nous n'avons pas les hommes pour les utiliser, a déclaré l'assistant en référence aux armes occidentales. Même si l'Ukraine ne donne pas de chiffres publics, les estimations occidentales suggèrent qu'elle a subi plus de 100 000 victimes. Alors bon, et c'est là qu'on voit quand même, on est dans Business Insider. C'est un mensonge sans vergogne, absolument énorme. Il y a environ un an, à peu près, presque un an, peut-être 10 mois à peu près, euh, le New York Times, qui reprenait les dires du Pentagone, avait dit que, dire du Pentagone, qu'il y avait environ 100 000 soldats ukrainiens morts, mais qu'il y avait 100 000 soldats russes morts aussi, hein. C'est-à-dire exactement le même chiffre. Ça, c'était le New York Times qui reprenait les dires du Pentagone. Quelques jours après, Ursula von der Leyen passe au Parlement européen et dit qu'il faut absolument donner de l'argent et des armes à l'Ukraine
parce que déjà 100 000 soldats ukrainiens étaient morts. Je vous avais fait un point sur l'Ukraine exprès qui vous montrait cela. Hein, surtout l'intervention d'Ursula von der Leyen, où elle disait cela. Et 2 jours, quoi, non, même pas, quelques heures ou 24 heures après ce qu'elle avait dit, bah, son entretien devant le Parlement, on ne pouvait plus le trouver sur les serveurs. Il avait été supprimé. Ça, c'était pour l'anecdote rigolote. Donc là, présentement, en fait, en réalité, là, tous ceux qui parlent du nombre de victimes ukrainiennes, là, en ce moment, on est dans les 400 000 au minimum. Le colonel McGregor part de plus de 500 000 victimes, c'est-à-dire de soldats ukrainiens morts. Plus de 500 000 d'après le colonel McGregor. Bon, allez, mais en tous les cas, au minimum 400 000, ça c'est ce qu'on peut voir, et tous les connaisseurs parlent d'à peu près ça, 400 000. Alors maintenant, on n'y croit pas, hein, bien sûr. Mais là, oser dire 100 000 victimes euh, quasiment 10 mois après que le Pentagone a dit qu'il y a eu 100 000 soldats morts ukrainiens, c'est quand même très fort. Le rapport du Times souligne également que l'Ukraine a du mal à empêcher les hommes en âge de combattre, de fuir le pays. Sous le régime juridique actuel de la loi martiale, les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ne sont pas censés partir. En réalité, alors ça c'est ceux qui ne sont pas censés partir, mais en réalité ça fait déjà quasiment 8 ou 9 mois que en réalité ils prennent les gens de 16 à 65 ans pour aller combattre sur le front. Bon, ça je vous l'avais déjà dit à maintes reprises. Cependant, 6100 hommes en âge de combattre ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de partir avec de faux documents, a déclaré l'AFP en septembre, le porte-parole des gardes frontières de l'État, Andrei Demechko. Un jeune de 21 ans a décrit à Insider avoir tenté d'échapper à la conscription en prenant un train international pour la Roumanie. Il a déclaré avoir été arrêté par la police à environ 20 miles de la frontière et renvoyé. Alors que la guerre se prolonge, les soldats ukrainiens ont exprimé leur inquiétude quant au manque de combattants capables de combattre et à leur remplacement par des combattants non entraînés, selon The Kyiv Independent. Citation. Si les gens capables de combattre comme nous viennent à manquer, nous ne pourrons être remplacés que par des gens qui ne savent rien, a déclaré aux médias un soldat ayant 7 ans d'expérience militaire. Ce n'est pas la première fois que l'armée ukrainienne est confrontée à une pénurie de personnel. En avril, l'Ukraine était déjà confrontée à un besoin urgent de renfort en effectifs pour renforcer sa contre-offensive tant attendue après les lourdes pertes subies lors de la bataille de Bakhmout. Vous voyez ? Là, on commence à dire qu'ils ont subi des lourdes pertes. Et ça, c'est Business Insider. Hein. Bref, autre article. The New York Times. Zelensky, frustré, déclare que l'effort de guerre de l'Ukraine est sous-estimé. Alors que les responsables américains mettaient en garde les sénateurs contre l'arrêt de l'aide militaire, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que les réalisations de ses troupes étaient perçues comme allant de soi. Bon, pour dire qu'en fait, ces troupes font des miracles avec ce qu'ils ont. C'est ça qu'il veut dire en gros. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa frustration face à ce qu'il a qualifié d'attente irréaliste de succès rapide sur le champ de bataille, craignant que la lenteur des progrès contre les forces russes retranchées décourage les alliés de Kiev de maintenir une aide militaire. Le monde moderne s'habitue rapidement au succès, a déclaré mardi M. Zelensky dans son discours nocturne, déplorant que les réalisations des troupes ukrainiennes sont perçues comme acquises. Là, Zelensky dit, vous voyez, nous on fait des miracles sur le terrain, on est en train de gagner la guerre, hein, mais il faut quand même qu'on nous donne de l'argent. C'est en gros ce que dit Zelensky. Hein. Les commentaires de M. Zelensky interviennent alors que l'administration Biden cherche à obtenir l'approbation du Congrès pour un programme d'aide de 105 milliards de dollars, comprenant une aide à Israël et à l'Ukraine. Je vous en avais déjà longuement parlé dans le point précédent, point sur l'Ukraine. Mais certains républicains s'opposent à l'envoi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine et ont décidé de séparer la demande de financement de l'aide à Israël. C'est marrant, c'est ce que je vous avais dit dans le point sur l'Ukraine la semaine dernière.
Je vous avais dit que Biden essayait de ruser en mettant l'aide à l'Ukraine en même temps que l'aide à Israël, en se disant que ça pourrait passer avec les congrès, avec le Congrès. Mais là, vous voyez, les républicains, ils n'ont pas été dupes. Ils n'ont pas été dupes, comme je vous l'avais déjà prophétisé. Et ils veulent séparer le financement de l'aide avec Israël parce qu'ils veulent donner à Israël. C'est exactement ce que je vous avais dit la semaine dernière. Exactement. Donc vous voyez, tout se passe exactement comme prévu. Bref, là que dit Lloyd Austin? Donc en gros c'est l'équivalent du ministre de la Défense américain, a averti mardi les sénateurs américains que s'ils supprimaient le financement de l'Ukraine, comme certains républicains se sont engagés à le faire, le président russe Vladimir Poutine gagnerait la guerre. Je peux vous garantir que sans notre soutien, Poutine réussira. Bah oui, ça c'est une évidence, a déclaré M. Lloyd Austin lors d'une audition au Sénat. Si nous leur coupons l'herbe sous le pied maintenant, Poutine ne fera que devenir plus fort et il réussira à faire ce qu'il veut en acquérant le territoire souverain de son voisin. Le financement de l'Ukraine est devenu une question toxique pour les républicains. Certains affirment que trop d'argent a déjà été dépensé pour soutenir l'effort de guerre de Kiev, avec peu de progrès à montrer, et soutiennent la priorité accordée à l'aide militaire à Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza. Tout se passe exactement comme prévu, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. C'était comme ça que ça allait se faire. Voilà. Donc le Congrès, bah, évidemment, qui a des relations, on va dire, et c'est un euphémisme, extrêmement étroite avec Israël, et pour cause, je vous l'avais déjà expliqué pourquoi, bah, il ne pouvait en être autrement. Entre l'Ukraine et Israël, le choix était vite fait, évidemment. Ce sera Israël. Donc voilà, ça c'était The New York Times. Et vous pouvez voir, à l'image de l'ISW, de Business Insider, eh bien vous voyez que le ton change avec l'Ukraine. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Je vais vous montrer maintenant Time Magazine. Donc là, vous voyez Zelensky, voilà, aux États-Unis. Et bon, bah là, évidemment, là, on enfonce le clou. Là, on enfonce le clou. L'invitation à son discours aux Archives nationales de Washington avait été envoyée à plusieurs centaines d'invités, dont des dirigeants du Congrès et de hauts responsables de l'administration Biden. Présenté comme l'événement principal de sa visite fin septembre, cela lui donnerait l'occasion d'inspirer le soutien américain contre la Russie, avec le genre de discours que le monde attend du président ukrainien en temps de guerre. Cela ne s'est pas passé comme prévu. Et oui. Cet après-midi-là, les réunions de Zelensky à la Maison-Blanche et au Pentagone l'ont retardé de plus d'une heure, et lorsqu'il est finalement arrivé pour commencer son discours à 18h41, il avait l'air distant et agité. Il comptait sur son épouse, la première dame Olena Zelensky, pour transmettre son message de résilience sur scène à ses côtés, tandis que son propre discours lui semblait guindé, comme s'il voulait en finir. À un moment donné, alors qu'il distribuait des médailles après le discours, il a exhorté l'organisateur à accélérer les choses. La raison, a-t-il expliqué plus tard, était l'épuisement qu'il a ressenti cette nuit-là, non seulement à cause des exigences des dirigeants pendant la guerre, mais aussi du besoin persistant de convaincre ses alliés qu'avec leur aide, l'Ukraine peut gagner. Personne ne croit en notre victoire comme moi. Personne, a déclaré Zelensky au Time dans une interview après son voyage. Inculquer cette croyance à ses alliés, a-t-il déclaré, prend tout votre pouvoir, bon ça c'est la traduction Google, toute votre énergie. Vous comprenez? Ça prend tellement de tout. Et là c'est la couverture du Time. La couverture. Et que dit la couverture du Time? Personne ne croit en notre victoire comme moi j'y crois. Personne. Voilà. Ça c'est ce qu'a dit Zelensky. The Lonely Fight of Volodymyr Zelensky. Et là c'est marqué le combat solitaire de Volodymyr Zelensky. Et ça, c'est couverture du Times. Hein.
On est loin voilà, de l'espoir qui était donné auparavant, hein. Cela devient de plus en plus difficile. 20 mois après le début de la guerre, environ un cinquième du territoire ukrainien reste sous occupation russe. Des dizaines de milliers de soldats et de civils ont été tués. J'aime encore une fois, bah, comme Business Insider, hein, comme le New York Times et d'autres, ils sont obligés, peut-être pas le New York Times, parce que le New York Times est plus dans la vérité quand même. Des dizaines de milliers de soldats et civils tués, bon évidemment c'est faut multiplier par 10, en fait par 15 pour être plus exact. Et Zelensky sent lors de ses voyages que l'intérêt mondial pour la guerre s'est relâché. Il en va de même pour le niveau de soutien international. Le plus effrayant, c'est qu'une partie du monde s'est habituée à la guerre en Ukraine, dit-il. L'épuisement dû à la guerre roule comme une vague. Vous le voyez aux États-Unis et en Europe. Et on voit que dès qu'ils commencent à être un peu fatigués, cela devient pour eux comme un spectacle. Je ne peux pas regarder cette rediffusion pour la 10e fois. Le soutien du public à l'aide à l'Ukraine est en déclin depuis des mois aux États-Unis, et la visite de Zelensky n'a rien fait pour la raviver. Quelques 41% des Américains souhaitent que le Congrès fournisse davantage d'armes à Kiev, contre 65% en juin. Donc c'est passé de 65% à 41%. Lorsque l'Ukraine a lancé une contre-offensive majeure, selon une enquête Reuters réalisée peu après le départ de Zelensky. Cette offensive s'est déroulée à un rythme effroyable et a entraîné d'énormes pertes, ce qui rend encore plus difficile pour Zelensky de convaincre ses partenaires que la victoire est proche. Avec le déclenchement de la guerre en Israël, même maintenir l'attention du monde sur l'Ukraine est devenu un défi majeur. Après sa visite à Washington, Time a suivi le président et son équipe à Kiev, dans l'espoir de comprendre comment il réagirait aux signaux qu'il avait reçus, en particulier les appels insistants lancés à Zelensky pour qu'il lutte contre la corruption au sein de son propre gouvernement et l'enthousiasme décroissant pour une guerre sans fin en vue. Lors de mon premier jour à Kiev, j'ai demandé à un membre de son entourage comment se sentait le président. La réponse est venue sans une seconde d'hésitation. En colère. Alors je ne vais pas tout lire, parce que c'est trop long. Mais en gros, voilà, ils disent en gros que bon bah c'est panique à bord, que bon bah là ils disent que bon bah sur le front c'est terrible, qu'il y a des pertes énormes. Là qu'est-ce que je vois? Depuis le début de l'invasion, l'Ukraine a refusé de divulguer le nombre officiel de morts et de blessés. Mais selon les estimations américaines et européennes, le bilan dépasse depuis longtemps les 100 000 personnes de chaque côté de la guerre. Ah, c'est important de préciser de chaque côté. C'est exactement comme le New York Times il y a 10 mois à peu près. Je ne sais plus quand, mais il y a très longtemps, 10, 9 mois à peu près, où le Pentagone avait dit il y a eu 100 000 morts côté ukrainien, 100 000 morts côté russe. Vous vous souvenez de ça? Et là, quand même, là c'est le Time, hein. C'est le Time, hein, c'est pas Business Insider. C'est un cran au-dessus. Le Time, c'est une référence mondiale. C'est un peu comme le New York Times, c'est un cran au-dessus. Là, ils sont quand même obligés de préciser. Le bilan dépasse depuis longtemps les 100 000 personnes de chaque côté de la guerre. Vous voyez, ils disent pas environ 400 000 morts, hein, côté ukrainien. Voilà, ils reprennent pas les chiffres de la BBC et de Mediazona en Russie. Ils reprennent pas les chiffres que je vous donne très régulièrement moi, hein, qui en fait les chiffres de la BBC et de Mediazona, qui sont reconnus hein, par les médias occidentaux comme indépendants. Au maximum, on arrive entre 40 et 45 000, mais vraiment en prenant les tolérances les plus extrêmes données par la BBC et Mediazona, 40-45 000 morts côté russe, en tout depuis le début de la guerre. Ça, c'est BBC Mediazona. Et là, ils disent depuis longtemps, ça dépasse 100 000 personnes. Cette situation a tellement érodé les rangs des forces armées ukrainiennes que les bureaux de conscription ont été contraints de faire appel à des effectifs de plus en plus âgés, ce qui porte l'âge moyen d'un soldat en Ukraine à 43 ans. Heureusement qu'ils ne disent pas l'âge minimum,
et l'âge maximum, mais qui donne l'âge moyen, hein. Parce que là, ça effraierait les lecteurs. Ce sont des hommes adultes maintenant et ils ne sont pas en très bonne santé au départ, explique le proche collaborateur de Zelensky. C'est l'Ukraine, pas la Scandinavie. Bon, et là après, voilà, vous voyez, ça, l'article est extrêmement long. Je ne pouvais pas tout vous lire. Je vous en ai lu beaucoup. Bon, on va passer à un autre article de Human Event. C'est un journal anglais-américain traduit en français. Le principal collaborateur de Zelensky dit qu'il se trompe et révèle une corruption massive. Ça date du 31-10. Donc un haut collaborateur de Volodymyr Zelensky a déclaré au Time Magazine que le président ukrainien se fait des illusions en pensant que l'Ukraine est en train de gagner sa guerre contre la Russie. C'est fort ça, hein. Un haut collaborateur de Volodymyr Zelensky a dit au Time que le président ukrainien se fait des illusions en pensant que l'Ukraine est en train de gagner sa guerre contre la Russie. Un autre a admis la persistance de la corruption dans le pays. Dans une interview avec Zelensky intitulée Le combat solitaire de Volodymyr Zelensky, le Time a révélé qu'il était épuisé. Bon, ça je vous passe ce que je viens de vous le lire déjà. Ça je vous l'avais déjà lu. Voilà. Après le voyage aux États-Unis qui s'est avéré décevant en fait pour l'Ukraine, la publication a suivi Zelensky à Kiev pour avoir un aperçu des réactions de son entourage et de son équipe. Alors la publication, c'est le journal Human Event, hein, qui a suivi Zelensky à Kiev. Un membre a rapporté que Zelensky se sentait en colère après une réunion à huis clos dans la salle de crise ukrainienne. Une autre source, l'un des plus proches collaborateurs du président, a déclaré au Time « Il se fait des illusions. Nous n'avons plus d'options. Nous ne gagnons pas. Mais essaie de lui dire ça. » Alors mais essaie de lui dire ça au président Zelensky, hein. C'est ça qu'il dit le gars. Cependant, Zelensky continue de rejeter l'idée d'une trêve temporaire. Il a déclaré « Peut-être que cela calmera certaines personnes à l'intérieur de notre pays et à l'extérieur, du moins ceux qui veulent conclure les choses à tout prix. Mais pour moi, c'est un problème, car nous nous retrouvons avec cette force explosive. Nous ne faisons que retarder sa détonation. » Il aurait également refusé d'accepter que l'hiver s'avère être des conditions difficiles pour une action de première ligne jusqu'au printemps. Un proche collaborateur a déclaré que bien qu'il ait reçu des ordres directs de Zelensky d'avancer, de nombreux commandants refusent. Ils veulent juste rester dans les tranchées et tenir le cap, a-t-il déclaré. Donc là, déjà, là, c'est dit clairement, il y a un vent de rébellion. Il y a un vent de rébellion dans l'armée ukrainienne. C'est dit très clairement là. Et c'est un proche collaborateur de Zelensky qui le dit. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les dirigeants avaient défié l'ordre de reprendre la ville d'Orivka, un officier supérieur de l'armée a répondu « Ils n'ont ni les hommes ni les armes. Où sont les armes? Où est l'artillerie? Où sont les nouvelles recrues ?» C'est fort, hein? C'est fort. Dans un autre aveu retentissant au Times, un haut conseiller présidentiel a admis que la corruption était toujours endémique dans le pays malgré le licenciement de fonctionnaires corrompus par Zelensky et la mise en œuvre de réformes anticorruption pour lutter contre les pots de vin et la fraude. Lorsque l'intervieweur du Times a demandé au responsable de confirmer son idée selon laquelle la fraude financière avait été éradiquée en Ukraine, le conseiller lui a demandé d'éteindre son appareil d'enregistrement. « Simon, tu te trompes, dit-il. Les gens voient comme s'il n'y avait pas de lendemain. » Bon, le Simon, c'est le journaliste, hein. Un responsable du recrutement, interrogé sur les conséquences des licenciements massifs de dirigeants militaires, a déclaré que cette décision s'était retournée contre lui et que le recrutement avait été interrompu. « Qui veut ce travail ?» demande l'officier. « C'est comme mettre une pancarte sur votre dos qui dit « corrompu ». Vous voyez ce journal un peu? Comment il dit des choses qui sont fortes, hein.
très très forte. Donc là, vous voyez vraiment l'effondrement, non seulement du gouvernement ukrainien, mais de l'armée ukrainienne, où carrément il y a de la rébellion. Là, vous voyez, là, ça a été dit, le président Zelensky a donné des ordres d'offensive, et les officiers restent dans leurs tranchées, combattent, mais en restant dans leurs tranchées, en ne voulant plus faire d'offensive. Et surtout qu'il est dit ici à plusieurs reprises, bah oui, mais avec quelle arme? Avec quels soldats? Avec quel équipement? Comme le dit un des officiers. Donc tout ça n'a rien de surprenant, je vous le dis depuis des mois et des mois. Mais là, le fait que maintenant les grands journaux en parlent est un signe de plus en plus massif. Alors attendez-vous, comme c'est évident d'ailleurs, attendez-vous à ce que les journaux disent de plus en plus la vérité, à l'image de l'ISW que je vous avais présenté au début de vidéo. On va avoir de plus en plus de vérités sur l'Ukraine qui vont sortir. Enfin. Donc là, sans transition, on va regarder 3 articles d'affilée de Ukrainska Pravda, qui est un des journaux principaux ukrainiens, donc pro-Ukraine à fond. Alors juste pour vous dire ce qu'est Ukrainska Pravda, c'était le genre de journal qui disait il y a un peu plus d'un an que l'armée russe était composée beaucoup d'alcooliques, de drogués, de gens qui allaient à la guerre mais quasiment un flingue sur la tempe, pas du tout motivés pour se battre, etc. Voilà, c'est le genre de journal ukrainien, pro-ukrainien à fond. Je dois avouer qu'ils se sont beaucoup améliorés ces 7-8 derniers mois. Il y a une progression intéressante du journal ukrainien. Bref, que lit-on? Les drones Bayraktar deviennent moins efficaces sur le front en raison de l'amélioration de la défense aérienne des Russes. C'était au 1er novembre. Donc vous voyez, déjà pour qui dit ça, vraiment, c'est étonnant. Il ne dit jamais ça. Il n'y a jamais un mot, pas un mot, qui pourrait être positif sur les Russes. Jamais. Donc c'est encore un signe. Vous voyez, c'est en parfaite transition de ce que je vous avais dit avec l'ISW. On sent, même dans les médias ukrainiens, qu'il y a un changement. Et vous allez voir, c'est pas fini. Alors, on va pas tout lire, c'est un peu long. Les drones turcs Bayraktar TB2 qui ont aidé l'Ukraine à remporter des succès militaires au début de la guerre ne sont plus aussi efficaces aujourd'hui depuis que les forces russes ont renforcé leur défense aérienne. Le colonel Volodymyr Valyuk, commandant du renseignement de défense ukrainien, dans une interview avec Defense News. Defense News, c'est une de mes sources de renseignement, ça. Pour les TB2, je ne veux pas utiliser le mot inutile, mais il est difficile de trouver des situations où les utiliser. Nous sommes extrêmement reconnaissants vers les TB2, donc en gros extrêmement reconnaissants envers les Turcs, mais au début de la guerre, ils étaient davantage déployés et frappaient davantage. Tout ça est vrai. Valyuk a noté que maintenant que la qualité de la défense aérienne de la guerre radioélectronique russe s'est améliorée, c'est-à-dire les brouillages de guerre russes, qui sont effectivement extrêmement puissants, le dernier vol du TB2 n'a duré que 30 minutes, bah oui, après il s'est fait descendre, même si ces drones peuvent rester dans les airs pendant plus d'une journée. Voilà. Donc, la vérité. Alors, la vérité, c'est ce que moi je vous disais dans les points sur l'Ukraine. C'est-à-dire, les drones Bayraktar, effectivement, ont été beaucoup utilisés par les Ukrainiens au tout début de la guerre. Ils avaient dépensé l'équivalent de 3,5 millions de dollars d'achat de Bayraktar au début de la guerre. Ils les ont beaucoup utilisés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Bayraktar se sont fait descendre par les systèmes antiaériens russes au début de la guerre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les Ukrainiens les ont après très peu utilisés. Alors ils les ont très peu utilisés, pourquoi? Pas parce qu'ils ne voulaient plus les utiliser, c'est parce que en fait les Turcs avaient appelé les Ukrainiens pour leur dire bon maintenant vous les utilisez avec parcimonie, parce que voir des photos de Bayraktar détruits, pour notre image de marque, c'est très mauvais. Voilà pourquoi en fait les Ukrainiens à un moment donné on les ont quasiment plus utilisés. Ils en avaient encore un petit peu, mais voilà. Donc là, ils les réutilisent.
ils les ont tout d'un coup réutilisés parce qu'ils n'ont plus rien, les Ukrainiens. Donc ils les ont quand même utilisés. C'est comme le coup des Challenger 2, quand le ministre de la Défense anglais avait demandé à l'Ukraine officiellement de ne pas mettre les Challenger 2 sur le front, mais de les garder en arrière, en défense. Eh bien, les Ukrainiens n'ont pas écouté, et au final, comme il manquait tellement de chair, ils ont quand même fait appel à des Challenger 2, donc les tanks sur le front. Et il y a eu 2 tanks Challenger 2 détruits. Voilà. Donc là, c'est la même chose pour les Bayraktar. Voilà, là, vous avez toutes les infos. Maintenant, on passe au deuxième article. Que lit-on? Toujours Ukrainska Pravda, je vous avais dit 3 d'affilée. Au 1er novembre. Au 1er novembre, notez les dates. Le commandant en chef de l'Ukraine parle des insoumis et des réservistes et souligne les lacunes de la législation. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dis toujours le fantomatique Zaloujny, parce que Zaloujny, il parle beaucoup dans les médias, mais uniquement par écrit. On ne le voit jamais. C'est toujours des vieilles photos. Bref, passons. Donc, vous voyez que le commandant en chef, c'est-à-dire Zaloujny, qui dit, ben voilà, il y a tellement de gens qui désertent, des gens qui ne veulent pas s'inscrire pour se battre, que cela devient extrêmement problématique. C'est ce que je vous dis depuis des mois. Alors on va pas tout lire, parce que bon, ah ça va, je pensais que c'était plus long, on va peut-être pouvoir tout lire. Valéry Zaloujny, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, cite 5 priorités dont l'Ukraine a besoin pour survivre dans la guerre avec la Russie. L'un d'eux est la nécessité de constituer des réserves. Donc ça, c'est Zaloujny dans sa chronique pour The Economist, qui est un grand journal international. Ma 5e et dernière priorité est de constituer nos réserves. La Russie n'a pas réussi à capitaliser sur son important avantage en matière de main-d'œuvre parce que Vladimir Poutine craint qu'une mobilisation générale ne déclenche une crise politique et parce que la Russie ne peut pas former et équiper suffisamment de personnel. Alors ça, c'est vrai et c'est faux. Alors, c'est vrai dans le sens que si Vladimir Poutine faisait une mobilisation générale, il y aurait tellement d'hommes, des millions, il y aurait des millions de soldats tout d'un coup qui arriveraient, et il est vrai que la Russie ne pourrait pas les équiper suffisamment, ça c'est vrai. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que la Russie a très très largement réussi à capitaliser sur son avantage en matière de main-d'œuvre. En fait, ils ont tellement de volontaires que quasiment, j'ai pas envie de vous dire qu'ils savent plus quoi en faire, mais ils ont tellement d'hommes. Je vous rappelle que là, on parle de 600 000 hommes minimum en Ukraine, peut-être même plus. Si on écoute le colonel McGregor, ça va jusqu'à 700 000. Mais bon, bref. Donc là, il ment, bien sûr, si c'est vraiment lui qui parle. Moi, je suis très sceptique quant au fait que ça soit Zaloujny qui parle. J'attends de le voir. Moi, il faut voir pour croire, me concernant. Bref, bien sûr que les Russes ont énormément de soldats déjà, et ils les ont équipés. Bon, il y aurait une mobilisation générale, ils ne pourraient pas les équiper, c'est vrai. Je continue. Cependant, notre capacité à former des réserves sur notre propre territoire est également limitée. Nous ne pouvons pas facilement épargner les soldats déployés au front. C'est un euphémisme. C'est quasiment l'euphémisme du siècle. De plus, la Russie peut frapper des centres de formation. Et il existe des lacunes dans notre législation qui permettent aux citoyens de se soustraire à leurs responsabilités. Alors là, je vois pas de quoi il parle. Parce que les lois ukrainiennes pour la mobilisation étaient changées. Moi, j'ai vu dans des rapports ukrainiens, je dis bien des rapports ukrainiens sur Telegram, des responsables du recrutement, les nouveaux, pas les corrompus, qui ont été tous chassés, les nouveaux. Ça va de 16 à 65 ans. Alors, faut pas l'oublier. C'est pas divulgué dans les médias. Ça, il n'y a que les Ukrainiens qui le savent. Mais voilà, et il n'y a personne qui peut y échapper maintenant.
même les femmes. Donc je vois pas de quoi il parle là. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est pour se défausser. Ça ne reste que mon avis, hein. Selon Zaloujny, l'Ukraine tente de résoudre ces problèmes. Un registre unique des assujettis au service militaire est en cours de mise en place. Il est également prévu d'élargir la catégorie des citoyens pouvant être appelés. Vous imaginez? Je vous en ai déjà parlé de qui maintenant il pouvait mobiliser. C'est complètement la folie. Donc il veut quoi, mobiliser les enfants de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans? Jusqu'où cela ira-t-il? Bref, c'est du grand n'importe quoi, mais passons. Là, le dernier article de Ukrainska Pravda du 2 novembre, hein. Le commandant en chef de l'Ukraine déclare que l'Ukraine a besoin d'une invention unique pour éviter une guerre prolongée. Alors j'adore le choix des mots, hein. A besoin d'une invention unique. Ça, c'est pour ne pas dire une arme magique. Donc en gros, Zaloujny il dit qu'il faudrait une arme magique pour éviter une guerre prolongée. Donc bon, déjà je vois pas de quelle arme magique il voudrait avoir, une invention unique. Ce serait quoi, des armes laser, je sais pas moi, des robots intelligents style Terminator pour éviter une guerre prolongée. Bon, je sais pas trop ce qu'il réclame, mais bon, alors on va pas tout lire parce que vous voyez que c'est un peu long, mais juste on va dire le début. Valéry Zaloujny, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, estime que sans une combinaison de nouvelles technologies pour vaincre l'armée russe, l'Ukraine sera confrontée à une guerre de tranchées prolongée qui pourrait épuiser l'État ukrainien. J'adore. J'adore. Parce que là, l'État ukrainien, là, il n'est pas dans un état épuisé, là, déjà. Donc, qui pourrait épuiser l'État ukrainien. Là, l'État ukrainien n'est pas épuisé, là. Non, là, il est en pleine forme. Tout va bien, là. Mais ça pourrait, bientôt, on ne sait pas. C'est tellement ridicule que c'est à en pleurer. Ça devient pathétique, hein. Donc, Zaloujny, officiellement, même si on ne le voit jamais, ce gars-là, hein, maintenant, c'est que par écrit, hein. Zaloujny, il aurait besoin d'une combinaison de nouvelles technologies, donc c'est encore pire que. Alors je sais pas pourquoi Ukrainska Pravda dit invention unique, parce qu'apparemment c'est pas les mots de Zaloujny, c'est encore pire pour Zaloujny. Zaloujny dit une combinaison de nouvelles technologies pour vaincre l'armée russe. Vous voyez à quel point ils sont complètement désespérés. Ça, c'est Valéry Zaloujny dans une interview à Toujours The Economist, qui est vraiment le journal international préféré de Zaloujny, puisque c'est au moins la 4e ou 5e fois qu'il fait une grande interview avec The Economist. Citation. Le simple fait que nous voyons tout ce que fait l'ennemi et qu'il voit tout ce que nous faisons, pour sortir de cette impasse, nous avons besoin de quelque chose de nouveau, comme la poudre incano inventée par les Chinois et que nous utilisons encore pour nous entretuer. Bon, là, c'est du grand n'importe quoi. Là, vous voyez qu'en gros, c'est que l'Ukraine est tellement désespérée. Et là, de la bouse de Zaloujny, en gros, il faudra un miracle pour sauver l'Ukraine. Je vous traduis, hein, mais c'est ça qui est dit, hein. Zaloujny a déclaré que cette fois, cependant, le facteur décisif ne serait pas une nouvelle invention, mais une combinaison de toutes les solutions techniques déjà existantes. Alors, vous voyez un peu toutes les contradictions. Là, quoi, toutes les contradictions d'Ukrainska Pravda. Parce que Zaloujny, lui, il dit qu'il y aurait besoin d'une combinaison de nouvelles technologies. Là, Ukrainska Pravda interprète les mots de Zaloujny pour ne pas trop inquiéter les lecteurs. Parce que là, c'est Ukrainska Pravda qui parle. Zaloujny a déclaré que cette fois, cependant, le facteur décisif ne serait pas une seule nouvelle invention, ce qui contredit le titre. Le commandant en chef déclare que l'Ukraine a besoin d'une invention unique pour éviter une guerre prolongée. Donc là, ils se contredisent. Ça, c'est pour rassurer les lecteurs. Mais une combinaison de toutes les solutions techniques déjà existantes, ce qui contredit très exactement ce qui a été dit précédemment, hein, où il y a besoin d'une combinaison de nouvelles technologies. Et là,
Recitation, nous devons exploiter la puissance inhérente aux nouvelles technologies. Selon Zaloujny, le retard de la livraison des armes occidentales, bien que décevant, n'est pas la principale raison de la situation difficile de l'Ukraine. Citation, il est important de comprendre que cette guerre ne peut être gagnée avec les armes de la génération passée et des méthodes passées. Elles conduiront inévitablement à des retards et par conséquent à une défaite. Zaloujny expliquait que la technologie jouera un rôle crucial. Bon, bref, vous voyez, on va pas tout lire parce qu'encore une fois, c'est beaucoup trop long, mais vous voyez quand même un petit peu l'état de désespérance de l'Ukraine. Parce que là, l'Ukraine a décidé que Zaloujny devait parler, en gros, pour commencer à préparer les esprits à la future défaite de l'Ukraine. Parce que quand on emploie des mots aussi étonnants, entre guillemets, pourrait-on dire, vraiment surprenants, et qu'on dit cela à The Economist, qui est un des plus grands journaux internationaux, c'est qu'on déjà on prépare les gens à la défaite. Voilà. Donc vous allez, je vous montre tous ces petits signes. L'ISW qui commence à dire la vérité. Là, le Ukrainska Pravda qui commence à dire qu'il y a une amélioration de la défense russe, du brouillage de guerre russe qui fait que bah, les drones sont détruits ou déviés. Voilà. Le Zaloujny qui dit ah, les déserteurs, ceux qui veulent pas se battre, ça devient vraiment un problème. Des lacunes dans notre législation, il faut qu'on renforce encore. Alors que l'Ukraine a une mobilisation complètement démente qui inclut les femmes, qui inclut les ados de 16 ans jusqu'à 65 ans. En réalité, hein, dans la face du monde, dans les médias occidentaux, on vous dit 18, 60 ans, mais en fait, c'est de 16 à 65 ans. Voilà. Bref, vous voyez, cette déferlante, et ça, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, c'est absolument terrible. Bon, là, on passe à un tout autre sujet, c'est les armes. Donc là, d'après Futura, les États-Unis développent la B-61-13, une nouvelle bombe nucléaire tactique. Alors bon, moi, dans mes magazines d'armement, je le savais depuis déjà un moment. Alors c'est quoi la B-61-13? C'est la nouvelle bombe entre guillemets tactique des États-Unis, une bombe de 360 kilotonnes. Je vous dis tout de suite, une bombe de 360 kilotonnes, on n'est plus dans la, on n'est plus dans la bombe nucléaire tactique, hein. Et pourtant, c'est comme ça que les États-Unis le vendent. Là, c'est Biden qui a demandé ça. Alors, pour construire cette nouvelle bombe nucléaire tactique, Biden a demandé au Congrès 10 milliards de dollars pour faire cette bombe nucléaire tactique. Bon, peut-être, le chiffre est tellement énorme que je suppose qu'il y en aura au moins deux ou trois, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour concevoir, fabriquer cette bombe, Biden a demandé 10 milliards de dollars au Congrès. C'est une bombe de 360 kilotonnes. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc ça, pourquoi tout d'un coup les États-Unis veulent faire leur bombe de 360 kilotonnes, entre guillemets, bombe tactique, ce qui fait doucement rigoler les experts. À 360 kilotonnes, c'est 25 fois Hiroshima à peu près. Donc on n'est plus dans le tactique là, hein. C'est n'importe quoi, hein. Donc voilà, alors parce que Vladimir Poutine a montré son Satan 2, son Poséidon, le Beretchevsk, son nouveau missile nucléaire à propulsion nucléaire qui peut faire le tour du monde et envoyer, genre, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 150 kilotonnes. Bref, les États-Unis sont encore une fois en panique. Donc là, ils veulent leur bombe à eux. Voilà, qui pourrait faire peur à la Russie. Sauf que là, c'est une bombe c'est pas un missile en plus, c'est une bombe gravitationnelle, c'est-à-dire dans le sens, elle tombe toute seule. Donc voilà, une bombe qui n'a rien d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il faut que le bombardier aille au-dessus du pays.
Voilà, pour qu'il y ait un effet. Voilà, donc c'est même pas un missile en plus, alors que les Russes, eux, présentent des missiles, pas des bombes. Donc vous voyez à quel point les États-Unis sont complètement à la ramasse. Là, quand il y a eu en 2018 le discours de Vladimir Poutine concernant les missiles hypersoniques, bon, au début, le Pentagone ne le croyait pas Poutine. Mais après, ah oui, ils ont vu des démonstrateurs, le Pentagone, hein. Après, ils se sont dit, ah oui, c'est vrai, bon là, d'accord. Et ils se sont mis à essayer de développer deux prototypes de missiles hypersoniques. Un par Raytheon, un par Lockheed Martin. Le Pentagone a arrêté les deux projets en disant retournez à votre table de dessin, donc c'est-à-dire de recommencer à zéro. Alors qu'il faut savoir que les États-Unis travaillent sur les missiles hypersoniques depuis les années 70-80, pour pas dire 70. Donc ça fait des décennies que les États-Unis travaillent sur les missiles hypersoniques. Ils n'ont même pas un prototype, les États-Unis. Et là, voilà, là, ils veulent développer une simple bombe de 360 kilotonnes. Voilà. Alors que leur plus puissante précédemment, c'est une bombe de 50 kilotonnes. Là, ils en veulent une, alors qui, là, pour le coup, c'est considéré comme tactique de nos jours, 50 kilotonnes. Mais là, non, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais bon, c'est comme ça. Bon, toujours sur l'armement, on va passer à un autre article. Alors, on revient à Business Insider. Et que dit Business Insider donc au 1er novembre 2023? La Russie pourrait utiliser des bombes améliorées en Ukraine capables de détruire des bunkers situés à 66 pieds sous terre. Alors si je dis pas de bêtises, 66 pieds, ça doit faire environ dans les 20 mètres sous terre. C'est-à-dire capable de détruire des bunkers situés à environ 20 mètres sous terre. La Russie a déployé des bombes planantes améliorées dans l'est de l'Ukraine, a noté l'Institut pour l'étude de la guerre. L'Institut pour l'étude de la guerre, maintenant vous connaissez bien, c'est l'ISW. Il a cité l'un des blogueurs militaires russes pour information. Selon la mise à jour, la Russie a adapté ses anciennes bombes FAB pour les rendre plus précises et donc mortelles. La Russie est probablement en train de déployer un nouveau type de bombe planante intelligente capable de détruire des bunkers même en profondeur, a noté l'Institut pour l'étude de la guerre, le fameux ISW, dont les langues se délient, qui commence à dire des vérités. Il cite l'un des blogueurs militaires russes, la chaîne Paratroopers Diary Telegram, décrivant leur utilisation. Donc vous voyez, c'est l'ISW qui reprend un des blogueurs militaires russes. Hein. C'est pas l'ISW tout seul comme un grand. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a un changement de schéma journalistique, entre guillemets. Hein. Les explosifs de base eux-mêmes ne sont pas nouveaux, mais ont reçu une nouvelle technologie de guidage pour les rendre plus précis. Les bombes sont des versions améliorées des FAB 250, FAB 500 et FAB 1500. Ça, c'est en kilogrammes. Hein. C'est des bombes de 250 kg, 500 kg et 1 tonne 5. Alors ça, c'est la bombe, le poids de la bombe totalité. Hein. C'est pas le poids de la charge explosive. Nommés d'après leur poids respectif en kilogrammes. L'ISW, citant Telegram, a déclaré qu'il pouvait être largué depuis des avions russes comme le Sukhoi 34, le Sukhoi 30 et le Sukhoi 35. Sukhoi 35. Vous voyez, hein, tout le monde utilise Telegram comme source. Je vous l'avais dit dans un point, je crois que c'était dans mon dernier point sur l'Ukraine, je vous avais dit que toutes les sources utilisent, tout le monde utilisait Telegram pour savoir ce qui se passait. Voilà. Et l'ISW n'échappe pas à la règle. Hein. Pareil pour Oryx, qui reprend des vidéos Telegram. Je vous rappelle que Telegram, c'est un média russe. Hein. C'est comme VK. Hein. Voilà. Non, mais je dis ça comme ça. Hein. Les bombes FAB sont de conception soviétique et des variantes sans guidage amélioré ont déjà été déployées en Ukraine. La différence réside dans l'utilisation apparente de systèmes de guidage laser et satellite pour améliorer la précision selon la mise à jour de l'ISW. Alors que les anciennes versions des bombes atteignaient des cibles dans un rayon
de 160 pieds. Les plus récentes ont une précision de 16 pieds. Alors 160 pieds, je suppose que ça doit faire dans les 60 mètres, quelque chose comme ça. Un pied, c'est 30 cm si ma mémoire est bonne. Donc faites la conversion. On dit qu'ils sont capables de planer vers des cibles situées à environ 120 miles. Alors là, je suppose que c'est 80 km, entre 70 ou 80 km. Gardant ainsi les avions qui les transportent à l'écart du danger. Plus la bombe est grosse, plus l'explosion est importante, a expliqué l'ISW. Bon, ça, c'est des évidences. La bombe FAB 250 peut désormais transporter un explosif pesant jusqu'à 278 livres. Ça, c'est pénible, les sources américaines qui ne mettent pas en kilogrammes. Je ne sais pas combien ça fait en kilogrammes, vous ferez la conversion. Dans un rayon d'action de 400 pieds. Voilà, donc ça c'est une bombe FAB 250. Bon là je vous lis pas vraiment, là c'est vraiment pas intéressant. Mais bon, en gros ce qu'il faut savoir c'est que ces avancées technologiques donnent encore une fois un avantage pour les Russes. Voilà. Alors on va lire ces derniers mots. Celui-ci peut blesser des cibles souterraines, a déclaré l'ISW. Il a déclaré que la bombe peut détruire des bunkers à 66 pieds, donc environ 20 mètres, je crois, sous la surface, et faire exploser du béton armé jusqu'à 10 pieds sous terre. Alors, 10 pieds sous terre, voilà. Un pied, ça fait 30 cm. Des bombes adaptées comme celle-ci ont été difficiles à contrer, même avec des défenses aériennes avancées, a rapporté Insider précédemment. Ils sont souvent trop lourds pour être déviés. Oleksiy Melnik, co-directeur de la politique étrangère et de la sécurité internationale du groupe de réflexion Razumkov, centre basé à Kiev, a déclaré au Washington Post en septembre que les missiles de défense aérienne de haute technologie ukrainiens ne sont pas conçus pour faire face à la vieille et lourde structure en fer des bombes. Melnik a déclaré à Insider que les bombardements causaient d'énormes effets psychologiques sur la population, car une grande partie des dégâts a touché des installations civiles et de nombreuses victimes étaient des civils. La Russie les utilise de plus en plus, a écrit Hans-Peter Mitoun, expert au Centre des stratégies de défense, dans un article publié début octobre dans le groupe de défense Euromaidan Press. La Russie a frappé l'Ukraine avec 40 bombes planantes en une seule nuit début octobre dans la région orientale de Kherson, a-t-il déclaré. 40 bombes planantes en une seule nuit. Bon, ça je vous l'avais déjà dit dans un point sur l'Ukraine. Donc la conclusion. La conclusion, c'est que la grande vérité commence à poindre, et partout, absolument partout, même dans des journaux dont on s'y attendait pas, comme Ukrainska Pravda. J'ai été très étonné de ces articles sortis à la volée du 1er novembre au 2 novembre concernant la vérité sur l'Ukraine qui apparaît. Là, le coup des Bayraktar, c'est un détail de l'armement. Moi, je vous l'avais dit il y a des mois et des mois. Déjà, il n'y a que maintenant que la vérité vient. C'est-à-dire 7 ou 8 mois plus tard. La vérité, elle apparaît que maintenant, sur les Bayraktar, ces fameux drones. Vous imaginez un peu le temps qu'il a fallu? Donc là, tout commence à arriver. Là, on voit sur le front que même l'ISW a commencé à donner les avancées des Russes, alors, chose qui n'était presque jamais arrivée, ou très rarement, tout du moins. Donc j'ai été fort étonné de cette vague de vérité qui commence à apparaître dans les journaux. Mais c'est bien, parce que l'inéluctable arrivant, les journaux, pour leur réputation, ils sont bien obligés de dire à un moment la vérité. La réalité, elle est là, on ne peut pas l'ignorer éternellement. On peut mentir, mais au bout d'un moment, on ne peut pas dire pendant un an, les Ukrainiens vont gagner la guerre. Les Russes sont tout épuisés, les Russes sont tout à plat, ils ne peuvent plus rien faire.
Ils ont une très mauvaise technologie, bien inférieure à l'OTAN. Donc, bon, c'est obligé qu'ils vont perdre. Comment les Russes peuvent gagner face à tout l'OTAN? C'est pas possible. C'est ce qu'on entendait sur les plateaux télé. Mais à force de mentir, 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 la réalité est trop puissante, évidemment. La réalité est tenace, comme on dit. Donc là, la vérité commence à sortir et c'est bien. C'est bien, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et là, par la voix de Zaloujny, qui commence à dire absolument n'importe quoi, s'il est toujours là, encore une fois, parce qu'on ne l'a toujours jamais vu, hein, Zaloujny. Ça fait combien maintenant? Je sais même plus. Ça fait peut-être 8 ou 9 mois qu'on ne le voit plus, je sais plus. Enfin bref, ça fait une éternité qu'on n'a plus vu Zaloujny, alors qu'il apparaissait très régulièrement, hein. Il faisait des interviews très régulièrement. Mais depuis l'attaque du quartier général sur Kiev, il y a des mois et des mois, eh bien, on ne le voit plus. Bref, revenons à Zaloujny. Zaloujny qui commence à dire, bah voilà, que pour gagner la guerre, même, et en plus, il dit même pas pour gagner la guerre, il dit pour avoir une guerre prolongée. C'est-à-dire que la guerre puisse encore continuer, faudrait des nouvelles technologies, faudrait une invention unique. Vous voyez où on en est. Ça devient pathétique, mais vraiment pathétique. Et officiellement de la bouche du chef suprême de l'armée ukrainienne. Voilà où on en est, quoi. Et c'est repris par Ukrainska Pravda. En plus, vous voyez que la fin quand même est proche. Je doute, mais ce n'est que mon humble avis, hein. Ce n'est que moi. Je doute que la guerre continue après l'hiver. Pour moi, l'hiver, c'est fini. Mais bon, nous verrons bien. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur la conclusion. Donc, des événements qui commencent à se précipiter, la fin de l'Ukraine se précipite. Tous les signes sont là, ils sont absolument indubitables. J'en termine ici pour la conclusion, on va passer à la carte militaire. Alors voilà la carte militaire. Donc là, elle va être très courte parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, vous allez me dire un petit peu comme d'habitude. Mais là particulièrement, donc l'effet intéressant cette semaine, c'est qu'il y a eu une grosse attaque de la part d'Odessa sur la Crimée. Donc il y a eu des drones envoyés, beaucoup de drones envoyés, plusieurs dizaines. Alors, quelques Storm Shadow et 3 missiles Neptune qui ont été envoyés comme ça. Donc, ils voulaient toucher le port de Sébastopol ici. Et donc, je vous l'avais dit en début de vidéo par Spoutnik International qui vous décrivait un petit peu tout cela. Donc, en fait, c'est des MiG-31 et Sukhoi 30 qui patrouillent ici dans la mer Noire, qui ont arrêté en partie les Storm Shadow et les missiles Neptune. Donc plusieurs Storm Shadow, on ne sait pas combien, mais 3 missiles Neptune. Les missiles Neptune sont des missiles anti-navires. Donc en fait, les Russes ont trouvé la parade de la saturation, l'effet de saturation qui avait été décidé comme tactique par les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont fait une excellente tactique hein, qui marche à tous les coups contre n'importe quel système de défense antiaérien au sol, c'est-à-dire d'envoyer un grand nombre de drones pour saturer les systèmes de défense antiaérien et ensuite d'envoyer les missiles pour la vraie destruction. Donc ça, c'est une excellente tactique, c'est la tactique qu'ont fait les Russes depuis plus d'un an et qui marche très bien. Donc les Russes auraient été submergés bon, dans le cadre où l'Ukraine aurait un nombre extrêmement important de drones et de missiles, ce qui n'était pas le cas de toute manière, hein. N'oubliez pas que la Chine ne vend plus ni de drones à l'Ukraine, ni de composants pour les drones à l'Ukraine, de composants électroniques. Donc de toute manière, tout va mal pour l'Ukraine à tous les niveaux, et là même au niveau des drones concernant le commercial. Bref, en tous les cas, les Russes ont décidé d'améliorer leur protection, puisque ça ne pouvait pas durer, puisqu'à un de ces jours, les Ukrainiens pourraient lancer tout ce qu'ils ont en un coup, et ça pourrait faire mal à la Crimée.
Donc là, ils ont décidé d'envoyer les avions en plus pour augmenter l'efficacité des systèmes antiaériens au sol de la Crimée, qui ne suffisaient plus. Donc voilà, bah, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Concernant le sud, bah, sur le sud, il y a eu encore des attaques amphibies. D'après ce que j'ai compris, il y en aurait eu deux. Une ici et une ici, dans ces zones-là. Alors évidemment, c'est toujours une dizaine, une vingtaine d'hommes maximum. Alors j'ai même vu les vidéos hein, des hommes qui étaient en train de, ukrainiens, qui se filment, qui mettent des planches de bois dans des sortes de petits terrains plus ou moins secs au milieu du fleuve, du Dniepr, et d'installer un fusil dessus pour qu'un sniper puisse s'y mettre. Et on entendait bah, les bruits d'artillerie derrière, donc c'est une position extrêmement dangereuse. Mais voilà où on en est, quoi. C'est pas des véhicules blindés, des ponts amphibies pour passer le Dniepr. Non, non. C'est des gens en bateau qui arrivent, qui mettent des planches de bois, un fusil, un sniper derrière, quoi. Voilà. Quasiment en plein milieu du Dniepr. Bon, voilà où on en est, quoi. Alors évidemment, alors je sais pas s'ils sont morts ou pas, parce que ça, c'est des vidéos ukrainiennes. Ça montre pas les morts, bien sûr, mais voilà où on en est, quoi. Voilà ce qu'ils filment. Ils filment pas une grande quoi, une offensive avec des véhicules blindés, des tanks qui traversent le Dniepr et tout. Non, c'est quelques hommes à chaque fois. Donc ici et ici. Bon, bah évidemment, moi j'ai vu 10 à 20 hommes, alors des fois qui arrivent en canot, pneumatique ou dur, et qui essayent de traverser. Bon, évidemment, ça. Alors je connais pas leur destin, mais comment voulez-vous que ça change quoi que ce soit? Mais ils continuent malgré tout. Alors à noter que la centrale d'Energodar, aussi appelée la centrale nucléaire de Zaporojye, donc ici, a été attaqué par des drones, des dizaines de drones. Donc ça y est, ça recommence. Ça recommence. Bon, tous les drones ont été arrêtés. Alors en fait, ils ont profité, alors je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui est dit dans Sputnik International, il y a la rotation des effectifs de l'AIEA, c'est-à-dire les observateurs internationaux nucléaires. Et lors d'une rotation, bah, il y a eu une attaque de drone. Alors qu'est-ce qu'ils espéraient ils espéraient que les membres de l'AIEA soient touchés, morts, et ensuite accuser les Russes. Peut-être, je sais plus, je cherche même plus à comprendre tellement c'est ridicule. Bon, tous les drones ont été arrêtés. En fait, la centrale de Zaporojye, bon, est extrêmement importante pour les Russes. Et elle a été attaquée mais tellement intensément depuis plus d'un an que, à mon avis, c'est ici qu'il y a le plus au mètre carré, je dis ça en plaisantant, mais c'est doit être ici qu'il y a le plus de défense anti-aérien, quoi. Parce que la centrale est très importante pour les Russes, c'est primordial, et en plus, bah, on évite une catastrophe nucléaire, quoi. Bon là, heureusement, ils ont attaqué qu'avec des drones, pas avec des missiles, donc de toute manière, ça aurait fait que des dégâts vraiment minimes. Voilà ce qu'on pouvait dire ici. Eh ben, il y a toujours des offensives sur la région d'Orirov. Donc les Ukrainiens attaquent toujours. Voilà, bon bah sinon à part ça, rien de spécial. Là aussi, il y a toujours des attaques ukrainiennes. Bon, c'est toujours des attaques de quelques dizaines d'hommes, hein, mais bon, c'est permanent, c'est permanent. Évidemment, c'est ridicule, puisque là, pour le coup, je suis d'accord avec le Pentagone. S'il n'y a pas une grosse des dizaines de milliers d'hommes qui font quelque chose, à quoi ça sert? À quoi ça sert de se battre là? Pourquoi faire? Je sais pas. Bon, Malinka, comme on l'a vu sur la carte, a été totalement prise, mais évidemment, il y a toujours beaucoup de batailles, parce qu'il y a toujours la banlieue, la fameuse banlieue dont je vous parlais depuis des mois, la banlieue ouest. Mais bon, voilà. Alors, Ougledar n'a pas été prise, hein.
Ça, c'est toujours en cours. Mais ils avancent, les Russes avancent. Donc ils essayent de faire, d'entourer Ougledar, mais bon, à mon avis, ça marchera pas comme ça. Ça va être, il va y avoir un épuisement et ça va être pris tout de suite. Je le pense. Bon, évidemment, comment ne pas parler d'Avdiivka? Alors, je vous rappelle que c'est une carte ukrainienne, hein. Alors, évidemment, carte ukrainienne, là, elle est fausse. Alors, je vous avais déjà dit à plusieurs reprises que sur des... Comme à Bakhmout, hein. Bakhmout, la carte était totalement fausse. À Avdiivka, la carte est totalement fausse. Bien sûr. Donc, parce que ça, c'est tout le monde regarde, le monde entier regarde Avdiivka. Avant, c'était Mariupol, après, c'était Bakhmout, maintenant, c'est Avdiivka. Donc, les Russes sont ici, dans toute cette zone, ils ont pris toute cette zone et toute cette zone. Donc, toute cette zone-là, là où il y a le pointeur, tout ça, c'est pris par les Russes. Voilà, tout ça, c'est pris par les Russes et il y a même une petite pointe comme ça là, qui a émergé. Et là, tout ça, ça a été pris par les Russes. Voilà, jusqu'au fameux Terril. Là, le fameux Terril. Donc voilà, tout ça, ça a été pris par les Russes. Voilà. Pareil, il y a eu une avancée ici. Et il y a eu une avancée, ça c'est tout nouveau, il y a eu une avancée ici. Voilà, donc je vous rappelle qu'Avdiivka, c'est ça, hein. C'est tout ce qui est rose là. Rose très clair. Ça, c'est Avdiivka. Voilà. Le complexe minier, il est là, hein. Le complexe minier est là. Voilà, il touche Avdiivka. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte. Pour le reste, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas grand-chose qui s'est vraiment passé. Donc, petite avancée sur Liman, pas grand-chose sur Kupiansk. Pour le reste, vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien, Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.